En 2022, au cœur d'un Burkina Faso sous pression, un jeune capitaine fait chanceler un ordre ancien. Alors que les indicateurs économiques restent fragiles et que les sanctions se multiplient, ces décisions coupent brutalement les circuits par lesquels les richesses locales nourrissaient surtout d'autres nations. Que signifie, pour des millions de Burkinabés, le choix d'Ibrahim Traoré de dire que plus aucun enfant ne devrait mourir de faim pendant que l'or quitte le pays? Et si cette rupture encore fragile, née dans un État pauvre et encerclé, devenait le premier test grandeur nature de la souveraineté économique africaine? Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso en 2022, une question simple mais lourde de conséquences s'impose. Jusqu'où peut aller un pays qui revendique ouvertement la maîtrise de ses ressources? La promesse centrale, garantir que les richesses minières, agricoles et fiscales profitent d'abord aux Burkinabés, ouvre une perspective de redistribution ambitieuse, mais aussi un champ de risque considérable pour un État soumis aux sanctions et aux pressions extérieures. Le bénéfice attendu est clair, un modèle économique recentré sur la souveraineté interne. Pourtant, à mesure que les anciennes puissances coloniales resserrent leurs leviers économiques, chaque réforme adoptée au Burkina Faso devient un test politique, social et géopolitique. Le pays avance donc sur une ligne étroite, une marge d'erreur réduite, mais un potentiel de transformation rare à l'échelle régionale. Et si les premiers résultats économiques, croissance modeste, regain de confiance populaire, hausse progressive de la production minière, constituaient moins une fin qu'un point de départ, le micro-hook se dessine ici. Un pays pauvre peut-il réellement imposer son propre tempo à un système mondial installé depuis des décennies? Deux éléments passant souvent d'inaperçus lorsqu'on observe la trajectoire récente du Burkina Faso. En 2023, le PIB a progressé de 3,5% et dans le même temps, la production minière a augmenté d'environ 15%. Ces deux chiffres, pourtant modestes à l'échelle internationale, constituent le premier indice tangible d'un basculement économique amorcé dès l'arrivée d'Ibrahim Traoré en 2022. Pour comprendre ce mini révélateur, il faut replacer les réformes dans leur véritable séquence. Au moment où Traoré prend le pouvoir, le pays traverse une stagnation prolongée, marquée par une dépendance historique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et par une fuite systématique de la valeur issue des ressources naturelles. L'or, le coton et plusieurs minerais quittent le territoire sans que les recettes fiscales reflètent réellement leur poids économique. Les réformes introduites cherchent donc à corriger trois failles: l'opacité de la gestion des ressources, la faiblesse de la taxation appliquée aux multinationales et la redistribution quasi inexistante vers les Burkinabés. L'une des premières actions consiste à imposer un cadre fiscal plus strict, accompagné d'exigences de transparence destinées à empêcher la sous-déclaration chronique des profits. Cette orientation crée immédiatement des tensions avec les puissances occidentales qui réagissent par des sanctions économiques ciblées. Cependant, la résistance affichée par Traoré provoque un effet inattendu. À l'intérieur du pays, une vague de soutien s'organise, notamment parmi la jeunesse, qui voit dans cette rupture un acte de souveraineté économique longtemps attendu. Dans la région du Sahel, les signaux émis depuis Ouagadougou résonnent rapidement. Au Mali, au Niger et dans d'autres pays confrontés aux mêmes structures de dépendance, des mouvements populaires se reforment autour d'idées similaires. Reprendre le contrôle des ressources, limiter l'influence extérieure, définir son propre modèle de développement. Le Burkina Faso ne devient pas seulement un laboratoire de réforme, il devient un symbole. Une question ouverte se forme alors. Si un pays fragilisé peut enclencher une telle dynamique, que se passerait-il si plusieurs nations adoptaient simultanément la même orientation? Pour comprendre la portée concrète des réformes engagées sous Ibrahim Traoré,
Il faut observer ce qui se joue à l'échelle locale, là où les décisions politiques rencontrent la vie quotidienne. Deux micro-cas illustrent cette transformation naissante. Le premier vient d'une petite commune minière du centre-nord, où les autorités locales affirment que les nouvelles règles fiscales ont permis d'augmenter les recettes destinées aux infrastructures essentielles. Avant 2022, la plupart des bénéfices de l'exploitation minière filaient vers l'extérieur, laissant les communautés voisines dans un état de dénuement paradoxal. Depuis l'instauration des mesures de transparence, les fonds collectés commencent à financer des routes et des services de base. Un changement encore fragile, mais perceptible. Le second cas concerne un groupement agricole situé près de la frontière malienne. L'augmentation progressive de la redistribution, soutenue par les réformes économiques, a permis l'achat de matériel et la création de petits ateliers de transformation locale. Bien que le pays continue de dépendre des marchés mondiaux, cette dynamique renforce la conviction que la valeur ajoutée peut enfin rester sur le territoire burkinabé, au lieu d'être captée uniquement par des acteurs extérieurs. Ces impacts restent modestes, mais ils éclairent la logique d'ensemble: réduire la fuite des richesses pour renforcer le tissu social et économique. Dans ces deux exemples, la population perçoit le sens d'un discours souvent abstrait. La souveraineté économique n'est pas qu'un slogan, mais une mécanique qui, si elle se stabilise, pourrait redéfinir la relation entre État, ressources et citoyens. Et la question devient inévitable: so what? La réponse tient en 10 mots. Des réformes locales peuvent changer l'équilibre d'un pays entier. L'enchaînement commence par un point de rupture clair: la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022, dans un contexte où le Burkina Faso accumulait stagnation économique, dépendance structurelle et pressions extérieures constantes. Ce moment fonctionne comme un point de déclenchement, un déclencheur brutal qui redistribue instantanément les lignes de force internes. Dès les premières semaines, le nouveau pouvoir change d'axe. Transparence minière, fiscalité renforcée, recentrage des recettes, remise en cause des schémas hérités des puissances coloniales. Le pays bascule dans une logique de souveraineté assumée, un geste rare dans une région où la marge d'autonomie économique a longtemps été étouffée. Mais le point culminant arrive très vite. Les premières réformes suscitent des réactions immédiates des acteurs extérieures: sanctions économiques, pression diplomatique, menaces indirectes sur les investissements. Le pays, déjà fragile, voit ses circuits d'approvisionnement se tendre et son espace de manœuvre se réduire. Au lieu de reculer, le gouvernement accélère. Il exige davantage de transparence des multinationales, impose une redistribution plus nette des profits miniers, renforce la communication interne pour fédérer le soutien populaire. Le geste devient politique, économique et symbolique à la fois. Affirmer que les ressources du pays doivent financer les Burkinabés et non alimenter les circuits externes. Dans la région du Sahel, cette prise de position choque, attire, divise, les voisins observent. Les opinions publiques s'agitent, les mouvements de jeunesse se réorganisent autour de la promesse d'autodétermination. L'effet domino commence. Simultanément, un autre front s'ouvre, celui de la sécurité. Les sanctions extérieures et la dégradation régionale favorisent l'expansion de groupes extrémistes qui profitent de la pression économique pour déstabiliser les zones rurales. Le gouvernement doit donc mener deux combats en même temps: la réforme intérieure et la protection du territoire. Ce double front constitue le cœur du point culminant. L'équilibre devient précaire, mais la dynamique ne s'interrompt pas. Puis vient la onde de répercussion, l'onde longue qui réorganise lentement le paysage. Les premiers résultats économiques apparaissent,
une croissance de 3,5% en 2023, une hausse de 15% de la production minière et un soutien populaire renforcé par la conviction que les richesses peuvent enfin servir le pays. Ces chiffres ne marquent mais pas une victoire définitive. Ils signalent une direction. Les institutions locales commencent à percevoir l'impact des réformes. Des infrastructures émergent. Des coopératives se structurent. Le discours de souveraineté, autrefois considéré comme une posture, devient un chantier concret. Dans la région du Sahel, les ondes de cette onde de répercussion atteignent d'autres nations. Au Mali, au Niger, dans plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest, le modèle burkinabé est observé, discuté, parfois imité. Les sociétés civiles reprennent les mêmes arguments: contrôle des ressources, réduction de la dépendance, renforcement fiscal, rupture avec les structures anciennes. Les chancelleries étrangères voient monter une dynamique inattendue, portée par une jeunesse organisée et par un récit nouveau, celui d'un continent cherchant à redéfinir son rapport au monde. Au cœur de cette séquence complète, point de déclenchement, point culminant, onde de répercussion, demeure une interrogation cruciale. Le Burkina Faso, mené par Ibrahim Traoré, peut-il transformer une rupture initiale en trajectoire durable, malgré les sanctions, les tensions régionales et la fragilité interne? La chronologie semble dire que oui. Les défis disent que tout reste à prouver. Le pays avance, mais chaque pas engage l'avenir. La logique quantitative des réformes engagées sous Ibrahim Traoré ne peut être comprise qu'en partant du point de départ. Un Burkina Faso dont la croissance stagnait autour de 0,1% avant 2022. Un niveau révélateur d'une économie asphyxiée et incapable de transformer ses ressources en développement interne. C'est la baseline. Elle montre un pays enfermé dans un cycle où la valeur de l'or, du coton et des minerais se dissipait vers l'extérieur sans retombées significatives pour les populations. La delta apparaît dès l'année suivante, lorsque les premières mesures de redistribution et de transparence sont appliquées. Le premier indicateur clé est la croissance du PIB à 3,5% en 2023. Ce chiffre peut sembler modeste à l'échelle internationale, mais il constitue une progression notable dans un pays soumis à des sanctions économiques et confronté à une insécurité croissante. Il signifie une phrase simple: la structure économique se redresse malgré des contraintes extrêmes. Cette amélioration reflète l'effet combiné d'une taxation accrue des multinationales, d'un contrôle renforcé sur la production minière et d'une gestion plus rigoureuse des recettes publiques. Le deuxième indicateur concerne l'industrie minière, pilier historique du pays. Sous l'effet des nouvelles réglementations, la production minière augmente de 15% en 2023, une progression forte dans un contexte régional instable. Cette hausse n'est pas due à un miracle industriel, mais à une orientation stricte du gouvernement visant à réduire la sous-déclaration chronique des profits. Elle signifie une réalité précise: la valeur extraite commence enfin à correspondre à la valeur déclarée. Cette cohérence comptable, rare dans les années précédentes, devient un socle indispensable pour toutes les réformes futures. Le troisième indicateur touche aux finances publiques. Avec les réformes fiscales, les recettes étatiques augmentent d'environ 12%, un bond qui reflète la récupération d'une partie des marges jusque-là captées par des acteurs externes. Cette progression permet une phrase synthétique: l'État reprend contrôle sur des ressources longtemps perdues. Ce renforcement budgétaire alimente des projets locaux, soutient des programmes sociaux et stabilise une partie des dépenses publiques essentielles. À partir de ces trois deltas, le cadre plus large se dessine. D'un côté, un pays historiquement dépendant voit ses fondamentaux se rééquilibrer.
De l'autre, un système international habitué à bénéficier de la faiblesse économique burkinabé commence à se tendre. Les sanctions, les critiques et les pressions diplomatiques montrent clairement que les gains internes du Burkina Faso dérangent des intérêts extérieurs établis. Pourtant, la dynamique interne ne faiblit pas. Les soutiens populaires, notamment ceux de la jeunesse, se renforcent à mesure que les chiffres confirment la trajectoire annoncée par Ibrahim Traoré, une souveraineté économique fondée non sur des slogans, mais sur des données mesurables. Cependant, ces améliorations restent fragiles. La croissance peut être ralentie par les tensions régionales. La production minière dépend encore trop des fluctuations mondiales. Les recettes fiscales, bien qu'en hausse, doivent s'accompagner d'une diversification économique que le pays n'a pas encore pleinement amorcée. Mais une certitude apparaît. La baseline de faiblesse n'est plus la référence et les deltas actuels, même modestes, prouvent que la rupture initiée en 2022 produit des effets réels. La question n'est plus de savoir si le changement a commencé, mais s'il pourra s'étendre suffisamment pour devenir irréversible. Le débat autour des réformes engagées sous Ibrahim Traoré s'organise autour de deux pôles opposés, chacun solidement argumenté. D'un côté, les critiques estiment que la stratégie de souveraineté économique repose trop fortement sur une logique de rupture, risquant d'isoler davantage un pays déjà vulnérable. De l'autre, les partisans défendent l'idée qu'aucune transformation durable n'est possible sans une remise en cause franche des structures héritées des puissances extérieures. Le premier argument, celui des sceptiques, insiste sur trois risques majeurs. D'abord, la dépendance persistante du Burkina Faso aux marchés mondiaux, notamment pour l'exportation de l'or et du coton. Selon eux, tant que l'économie reste concentrée sur les matières premières, la marge d'autonomie réelle demeure faible et exposée aux fluctuations mondiales. Ensuite, les sanctions économiques imposées par certaines puissances occidentales constituent une pression directe sur les recettes publiques et les chaînes d'approvisionnement essentielles. Ces mesures pourraient freiner, voire inverser, les gains obtenus depuis 2022. Enfin, les analystes critiques affirment que les politiques jugées populistes fragilisant les partenariats internationaux, indispensables pour attirer des investissements structurants dans un pays en reconstruction. Face à ces objections, la réponse des défenseurs du modèle s'appuie sur des données concrètes issues des premières années de réforme. Il rappelle que la croissance du PIB a atteint 3,5% en l'an 2023, un chiffre obtenu malgré les sanctions et les tensions sécuritaires. Ce résultat suggère que la dynamique interne reste fonctionnelle même dans un environnement défavorable. Il souligne également l'augmentation de 15% de la production minière, interprétée comme une preuve que la transparence imposée aux entreprises réduit enfin la sous-déclaration et limite l'extraction non contrôlée. Enfin, ils mettent en avant la hausse d'environ 12% des recettes fiscales, qui montre que les marges récupérées sur les multinationales alimentent désormais les finances nationales plutôt que les circuits extérieurs. La défense du modèle insiste donc sur une idée centrale. L'autodétermination économique n'est pas un pari idéologique, mais une tentative pragmatique d'inverser un rapport de force historique. Les chiffres, encore fragiles, indiquent que la stratégie est viable à court terme. Reste la véritable question. Cette dynamique peut-elle résister à la pression cumulée des défis géopolitiques et sécuritaires? Le milieu du récit burkinabé révèle une dynamique que peu d'observateurs avaient anticipée. Malgré les sanctions, les pressions diplomatiques et l'instabilité du Sahel, les réformes portées par Ibrahim Traoré commencent à générer un effet domino régional. Cette bascule n'est pas spectaculaire, elle est progressive, presque silencieuse,
mais elles se propagent d'un pays à l'autre. Le changement le plus marquant tient dans l'attitude des jeunesses du Sahel qui voient dans l'expérience burkinabé un modèle de rupture avec les structures économiques anciennes. Au Mali, au Niger et dans plusieurs autres États, des mouvements locaux reprennent les mêmes revendications. Contrôle des ressources, transparence fiscale, réduction de l'emprise extérieure. L'idée ne reste plus confinée au Burkina Faso. Elle circule, s'adapte, se renforce. Dans ce midpoint, un autre phénomène apparaît. L'effet paradoxal des sanctions. Au lieu d'affaiblir la cohésion interne, elles ont consolidé le soutien populaire autour d'un récit commun de souveraineté. Elles créent même un nouvel imaginaire politique où la résistance économique devient une marque de légitimité. Le pays reste fragile, mais il avance avec une détermination renouvelée. Le midpoint pose donc la question essentielle. Si un État sous pression peut générer un tel mouvement, que produirait une convergence régionale assumée? Les réformes engagées depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré en 2022 ont désormais des effets observables sur quatre dimensions essentielles. Niveau national, NN, douanier, secteur économique, DN, niveau d'insigne social, ND, et Huvuk, Sahel, KV. Chacune évolue différemment, mais toutes portent l'empreinte d'un changement structurel en cours. Sur le plan national, l'effet immédiat le plus visible est la remontée des capacités budgétaires, avec une hausse d'environ 12% des recettes fiscales. Cette progression permet de stabiliser certains programmes essentiels, notamment dans les infrastructures et les services publics. L'augmentation de 3,5% du PIB en 2023 traduit également un frémissement positif dans une économie longtemps bloquée. Ces signaux restent modestes mais stratégiques. Ils montrent que l'État peut financer davantage ses priorités sans dépendre exclusivement de l'aide extérieure. La tension demeure forte, mais un socle de résilience apparaît. Pour les entreprises nationales, la redistribution accrue issue de l'exploitation minière modifie progressivement leur environnement. L'amélioration de la transparence réduit la concurrence déloyale qui favorisait autrefois les multinationales capables de sous-déclarer leurs profits. La hausse de 15% de la production minière s'accompagne d'une meilleure correspondance entre volumes extraits et volumes déclarés, ce qui sécurise les revenus nationaux et crée une meilleure lisibilité pour les acteurs économiques locaux. Cependant, les sanctions internationales compliquent encore les importations et les partenariats extérieurs, forçant les entreprises burkinabées à travailler dans un cadre plus contraint. Elles gagnent en autonomie mais perdent en ouverture. Pour les citoyens, les réformes ne se traduisent pas encore par une transformation radicale, mais les premiers impacts se font sentir. Dans les zones minières, certains fonds publics commencent à financer routes, points d'eau et services locaux, un changement longtemps attendu. Les, coopéra- les coopératives agricoles, soutenues par la redistribution, investissent dans du matériel et des ateliers de transformation. La jeunesse, inspirée par la posture souverainiste d'Ibrahim Traoré, s'engage davantage dans la vie publique, y voyant une opportunité de rompre avec des décennies de dépendance et de corruption. La réalité quotidienne reste difficile, mais le récit collectif se transforme. C'est peut-être là que les réformes burkinabées génèrent l'impact le plus inattendu. Au Mali, au Niger et dans plusieurs États du Sahel, les prises de position burkinabées inspirant des revendications similaires: contrôle des ressources, refus des ingérences extérieures, consolidation fiscale. Le Burkina Faso devient un point de référence symbolique, un laboratoire observé de près. Si ce modèle reste fragile, il nourrit une dynamique régionale où la souveraineté économique devient un thème central.
Les chancelleries étrangères, elles, perçoivent ce mouvement comme une redéfinition potentielle des rapports de force en Afrique de l'Ouest. Au croisement de ces quatre sphères, une conclusion provisoire s'impose. La transformation burkinabé n'est ni totale ni garantie, mais ses effets réels commencent à modifier l'équilibre interne et régional, signe qu'un pays peut influencer bien au-delà de ses frontières. Les prochains mois seront décisifs pour le Burkina Faso, car les réformes enclenchées depuis 2022 entrent maintenant dans une phase où leurs effets doivent soit se consolider, soit s'effriter sous la pression extérieure. Trois scénarios se dessinent, chacun plausible selon l'évolution économique, sécuritaire et régionale. Dans cette trajectoire médiane, les dynamiques actuelles se poursuivent sans accélération majeure. La croissance se maintient autour de ses niveaux récents, l'exploitation minière reste productive et les recettes fiscales continuent de progresser lentement. Cependant, les sanctions extérieures persistent, limitant l'ouverture économique du pays. Les tensions sécuritaires au Sahel demeurent élevées mais contenues. Si les institutions locales continuent à absorber les pressions, alors le pays stabilise ses gains sans pour autant franchir un cap structurel. C'est un équilibre précaire mais viable. Dans ce scénario, plusieurs leviers s'alignent. La transparence minière s'affermit, les recettes publiques augmentent plus rapidement et certaines sanctions extérieures s'assouplissent sous la pression diplomatique régionale. Les coopérations au sein du Sahel se renforcent, portées par une convergence idéologique, souveraineté économique, gestion locale des ressources, réduction de la dépendance. Les projets d'infrastructures progressent et les programmes sociaux se diffusent davantage dans les zones rurales. Si les tensions sécuritaires diminuent même légèrement, alors le pays peut engager une diversification économique embryonnaire, première étape vers une plus grande résilience. Ce scénario suppose une fenêtre d'opportunité rare, mais pas impossible. Dans l'hypothèse défavorable, plusieurs facteurs se dégradent simultanément. Des sanctions plus étendues affecteraient les importations essentielles, tandis que les tensions sécuritaires pourraient s'intensifier dans certaines régions. Les recettes minières resteraient élevées mais insuffisantes pour compenser les pertes liées aux blocages internationaux. Si la charge sécuritaire augmente plus vite que la croissance interne, alors l'État se retrouve acculé, obligé de ralentir ou d'ajuster ses réformes. Ce scénario ne marque pas un effondrement, mais un frein prolongé capable de retarder la consolidation du modèle burkinabé. Au total, ces trois trajectoires rappellent une vérité simple. Le pays avance dans un environnement mouvant où chaque progrès dépend de la capacité du Burkina Faso à naviguer entre contraintes externes, attentes internes et risques régionaux. Comprendre les réformes menées depuis 2022 ne suffit pas. Il faut saisir ce qu'elles impliquent pour trois catégories directement touchées par cette transformation. Les citoyens ordinaires, A, la jeunesse active et engagée, B, et les acteurs économiques locaux, C. Chacune reçoit l'impact du changement d'une manière différente, mais toutes participent à la dynamique ouverte par les décisions d'Ibrahim Traoré. Du côté des citoyens ordinaires, les citoyens ordinaires. Pour une grande partie de la population, l'effet principal n'est pas encore matériel, mais symbolique. Ils voient dans les réformes une tentative réelle de rompre avec des décennies de captation externe des ressources. Dans les zones minières, les premiers investissements publics créent une perception nouvelle. Les richesses locales peuvent enfin bénéficier aux communautés. Même si les conditions de vie restent difficiles, la perspective de long terme change leur rapport à l'État. Du côté de la jeunesse engagée, c'est probablement le groupe le plus transformé.
La figure de souveraineté incarnée par le gouvernement inspire une génération longtemps désabusée par les élites politiques. Les jeunes au Burkina Faso, comme dans d'autres pays du Sahel, voient dans cette dynamique un appel à participer à la construction d'un modèle libéré des influences extérieures. Ils organisent des mouvements, soutiennent les réformes et cherchent à occuper des espaces de décision qu'ils avaient désertés. La politique redevient un terrain d'action. Du côté des acteurs économiques locaux, les acteurs économiques locaux, les petites entreprises, les coopératives et les producteurs voient les premiers effets de la redistribution. L'encadrement plus strict des multinationales crée une concurrence moins déséquilibrée. Les ateliers agricoles, les commerçants et certaines initiatives locales gagnent une marge de progression auparavant impossible. Pour eux, la réussite de ce modèle dépendra de la stabilité sécuritaire et de la poursuite des réformes. À travers ces trois groupes, une constante se dessine. Le changement ouvre un espace d'espoir, mais aussi une attente élevée, celle de voir ces réformes se traduire en résultats durables. Pour que les réformes initiées depuis 2022 survivent aux pressions extérieures, aux tensions sécuritaires et aux limites structurelles du pays, un itinéraire pragmatique doit guider l'action publique. Ce plan que les partisans d'Ibrahim Traoré évoquent déjà dans ses grandes lignes peut se décliner en 5 étapes articulées, chacune mesurable et assignée à un acteur précis. La première priorité consiste à institutionnaliser les mécanismes de déclaration et d'audit mis en place en 2022-2023. Objectif: garantir que les volumes extraits correspondent aux volumes déclarés. Indicateur: contrôle trimestriel publié. Les recettes ayant augmenté d'environ 12%, il faut les sécuriser. Cela implique une digitalisation complète des paiements, la réduction des fuites administratives et la formation d'équipes spécialisées. Indicateur: progression continue des revenus internes. Les coopératives agricoles et les ateliers naissants doivent être soutenus. Cela nécessite des fonds ciblés, un accompagnement technique et des microcrédits orientés vers la transformation locale. Indicateur: nombre d'unités productives créées ou stabilisées. Sans stabilité, aucune réforme ne tient. Il faut concentrer les efforts sécuritaires autour des axes miniers, agricoles et commerciaux. Indicateur: réduction des interruptions d'activité dans ces zones. Les signaux envoyés par les jeunesses du Mali et du Niger montrent un alignement naissant. Une alliance économique autour de la souveraineté peut renforcer la marge de manœuvre burkinabé. Indicateur: accords bilatéraux ou sectoriels signés. À travers ces 5 étapes, une même logique domine: transformer une rupture politique en architecture durable. Dans les villages miniers évoqués plus tôt, là où les routes poussiéreuses et les bâtiments inachevés racontaient des années de promesses déçues, les premières retombées des réformes ont laissé une trace discrète mais profondément symbolique. Ce sont ces lieux, ces mêmes microcas de la partie 4, qui illustrent le mieux ce que représente aujourd'hui la trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré. Non pas une révolution spectaculaire, mais une bascule lente. Un atelier agricole qui tourne encore malgré les tensions. Une taxe minière enfin collectée. Un chantier communautaire qui avance grâce aux recettes locales. Ces signes modestes deviennent des repères, des preuves que la souveraineté économique n'est plus seulement une ambition lointaine, mais une réalité en formation, fragile mais tangible. Pour beaucoup de Burkinabés, surtout les jeunes, ces transformations offrent un langage nouveau, celui d'un pays qui tente de se redéfinir à partir de ses propres ressources, plutôt qu'à travers les attentes des puissances extérieures. Et dans cet élan, une idée se forme, presque comme un fil rouge. La valeur d'un changement ne se mesure pas seulement dans les chiffres, mais dans la capacité d'un peuple à croire de nouveau en son avenir. Un pays avance quand son peuple y croit vraiment.
Ce parcours, façonné par les réformes engagées depuis 2022, montre qu'un pays peut amorcer une transformation profonde même dans un environnement instable. Le Burkina Faso avance pas à pas, porté par une volonté collective de reprendre le contrôle sur ses ressources et de redéfinir sa place dans la région. Cette dynamique, encore fragile, appartient autant aux citoyens qu'aux institutions. Elle repose sur la capacité de chacun à maintenir le cap fixé et à nourrir un débat public responsable, loin des discours imposés de l'extérieur. Dans ce contexte, l'engagement quotidien, qu'il prenne la forme d'un geste communautaire, d'un projet local ou d'un simple effort d'information, devient une part essentielle du processus. Les réformes ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles vivent à travers celles et ceux qui les soutiennent, les questionnent et les façonnent. Alors, au-delà des chiffres d'or, des analyses et des tensions géopolitiques, une question demeure ouverte, adressée à celles et ceux qui regardent cette trajectoire de près. Jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle décide de défendre son propre avenir?